Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Pourquoi le président Tshisekedi a-t-il boycotté la fin des travaux du sommet de la francophonie samedi dernier? Le président de la République n'a pas participé à la dernière phase de travaux de la francophonie parce qu'il y a eu une mission coupable de son homologue français qu'il avait pourtant rencontré vendredi matin, des échanges qui se sont plutôt bien déroulés. La République démocratique du Congo étant le plus grand pays francophone et qui connaît l'une des plus graves crises humanitaires ne pouvait pas être omis dans la prise de parole du président Macron à l'ouverture du sommet de Villers-Cotterêts, même s'il s'est rattrapé plus tard, mais les mal étaient faits. Donc il y a eu pour vous, de la part du président Macron, lors de son discours d'ouverture du 4 octobre, une omission. Oui, une émission qui, à nos yeux, était coupable parce que il a parlé de la crise en République démocratique du Congo dans la même matinée, longuement, avec le président de la République. Et c'est une crise pour laquelle le président Macron s'est toujours montré volontariste pour contribuer à sa résolution. Et le fait que, dans son énumération des crises mondiales, il n'est pas mentionné, c'était suffisant pour nous, République démocratique du Congo, de considérer que c'était une émission coupable. Alors le samedi 5 octobre au matin, le président Tshisekedi a quitté les travaux du sommet et le soir même, lors de sa conférence de presse finale, le président Macron a justifié son omission de la veille en disant qu'il ne pouvait pas citer toutes les crises en cours dans le monde, mais en précisant qu'il n'y avait pas de double standard dans la diplomatie de la France. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, vous lui aviez fait passer le message dans la journée de samedi ? Écoutez, je crois que le président Macron, avec ses services, ont noté ce qui s'est passé. Et c'est bien que le président Macron ait voulu rattraper ce qui a été considéré, en tout cas pour nous, comme une mission coupable, en revenant cette fois-ci avec des termes clairs d'ailleurs, qui ont été repris dans les résolutions qui ont été adoptées au terme de ces sommets. On n'en a pas beaucoup parlé, mais le Rwanda a été le seul pays sur le 88 à ne pas avoir approuvé les résolutions qui condamnent l'agression dans l'Est de la RDC, qui demandent le retrait de troupes rwandaises et qui réitère le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Pour les 2 années qui suivent sous la présidence de la francophonie par le président Macron, nous attendons donc de voir plus de solidarité parce qu'avec la secrétaire générale, nous n'avons eu que très peu d'avancées sur les questions notamment sécuritaires dans l'Est de la RDC. Lors de cette conférence de presse finale de samedi dernier, Emmanuel Macron a précisé qu'à ses yeux, la francophonie devait jouer un rôle en soutien des efforts régionaux pour résoudre la guerre dans l'Est de votre pays. Est-ce que cela vous satisfait ? Nous avons noté justement cette position du président Macron qui a été dite de manière claire et sans embâche. Nous espérons que justement dans le cadre de la francophonie, pour une première fois depuis 2 ans, on parle d'une mission d'information qui va venir. Ici, nous n'attendons pas de la francophonie beaucoup plus que la solidarité qui doit être réitérée pour les locuteurs de la francophonie qui sont les principales victimes justement de cette agression portée par un pays qui est mi-figue, mi-raisin parce que le français, il faut le rappeler, n'est pas la langue officielle du Rwanda. Alors c'est dans 2 ans que s'achève l'actuel mandat de Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie. Est-ce que vous pensez que votre pays présentera un candidat pour lui succéder au poste de secrétaire général de la francophonie ? Il va de soi que la République démocratique du Congo, de par son nombre d'électeurs, est en droit de prétendre à la direction du secrétariat général de la francophonie pour autant que les modalités puissent être réunies. Je ne suis pas spécialiste sur la francophonie, mais en tout cas, le moment venu, je pense que notre pays les mérite amplement. Sur le fond, sur la guerre elle-même qui sévit dans l'est de votre pays, il y a un cessez-le-feu entre belligérants depuis la fin du mois de juillet et il y a un plan harmonisé qui est en négociation sous médiation angolaise entre les experts du Congo et ceux du Rwanda. Où en sont ces négociations ? Il y a une nouvelle phase des discussions qui sont prévues le 12 octobre, après celle du 14 septembre qui malheureusement a fait l'objet de beaucoup de spéculations et beaucoup de distorsions de la vérité. Je dois rappeler ici que les discussions à Luanda, c'est des discussions ministérielles qui ont été précédées par des discussions entre experts. Les experts se sont mis d'accord, d'une part, sur le plan de neutralisation des FDLR pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, et d'autre part, pour les désengagements de forces rwandaises. C'est pas les experts techniques qui décident. La question a été portée au niveau politique le 14 septembre dernier à Luanda, et la République démocratique du Congo a insisté pour que ces opérations se fassent de manière simultanée et concomitante. Donc, on ne peut pas commencer d'abord la traque pour la neutralisation des FDLR et attendre quelques mois pour que le Rwanda puisse désengager ses forces. Ici, il faut rappeler que nous avons des millions de compatriotes qui dorment à la belle étoile et
dans des conditions infrahumaines parce que les pans entiers du territoire sont occupés par l'armée rwandaise, 4000 hommes d'après le dernier rapport des Nations Unies. Il est important pour nous que les deux opérations s'effacent de manière concomitante. Ça nous permettra d'accélérer entre autres les retours de nos populations dans leurs régions respectives. Alors d'après le projet de plan harmonisé, il était prévu un décalage de 5 jours entre 1. La neutralisation des rebelles hutus-rwandais des FDLR et 2. Le début du retrait des troupes rwandaises et du M23 de votre territoire. Est-ce que ce sont ces 5 jours de décalage qui bloquent tout ? Je n'ai pas connaissance, moi, du plan harmonisé, y compris dans le détail, parce que c'est un document qui est censé être confidentiel, étudié au niveau de la médiation, et nous, de ce point de vue, nous nous y tenons. Mais ici, il faut noter que pour nous, la simultanéité et la concomitance est une condition indispensable pour nous permettre d'avancer dans cette quête commune pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Que répondez-vous au ministre rwandais des Affaires étrangères qui affirmait samedi dernier au sommet de la francophonie que c'était vous qui bloquiez actuellement l'avancée des négociations ? Je pense qu'il est de bonne coutume diplomatique que lorsque nous convenons autour notamment du médiateur que nous allons éviter l'escalade, de ne pas à travers les médias ou les réseaux sociaux chercher à dévoiler ce qui relève de l'ordre discrétionnaire lié aux discussions. Je vous ai dit tout à l'heure que les experts techniques n'ont pas la décision. Autant nous avons salué la pertinence des travaux qui ont été faits, autant c'est les politiques qui signent. Et lorsque le politique estime qu'il y a des choses à rajouter sur ce que les experts ont fait comme proposition, cela ne devrait nullement être perçu comme un élément de blocage. Et au 12 octobre, nous irons à Luanda avec la volonté de faire aboutir le processus pour le retour de la paix, parce qu'il faut rappeler que nos compatriotes décèdent tous les jours et ceci doit s'arrêter très vite. Alors ce samedi 12 octobre, c'est-à-dire demain, à Luanda, vous serez présent donc à ce 5e round de négociations avec le Rwanda. Est-ce que vous allez travailler sur le même projet de plan que celui du 14 septembre ou est-ce que vous allez travailler sur un texte qui aura évolué ? Je crois que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et les équipes de la République démocratique du Congo vont s'y rendre avec la bonne volonté qu'ils ont exprimée dès le début pour que nous puissions aboutir avec un plan qui consacrera à la fois la concomitance et la simultanéité des deux opérations. Monsieur le ministre, dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier, la prison de Makala, à Kinshasa, a été le théâtre d'une tragédie. Le dernier bilan officiel est de 131 morts parmi les détenus. Le 9 septembre, vous avez annoncé qu'une enquête était lancée et qu'on en connaîtrait les premières conclusions une semaine plus tard. Quelles sont ces premières conclusions ? D'abord, il y a eu 132 morts. Le bilan a été réajusté parce qu'il y a un mort de plus qui a été découvert. Donc, la première phase de l'enquête consistait justement à la compréhension des événements tels qu'ils se sont déroulés, leur séquençage et en évaluer la portée. Il y a eu 132 morts au total et dont 112 sont décédés principalement par bousculade et par étouffement et toutes ces personnes ont déjà été enterrées. Dans la foulée, il y a des procès en flagrance qui ont commencé pour les cas des violences et de voies de fait qui ont été commis contre certaines femmes prisonnières. Le deuxième volet de l'enquête qui combine à la fois la justice civile et la justice militaire continue parce qu'il y a des éléments notamment qui sont extra-prison qui méritent d'être élucidés pour que nous puissions connaître la totale vérité sur ce qui s'est véritablement passé et les conclusions ne sont pas encore prêtes pour ces deuxièmes volets. Les éléments extra-prison dont vous parlez, de qui s'agit-il ? Je ne saurais pas vous dire davantage, mais il y a des éléments en dehors de la prison qui sont intervenus en tout cas, ou des causes extérieures à la prison qui ont été à la base de ce qui s'est passé à la prison et c'est ce qui sera démêlé par la justice qui y travaille quotidiennement. Est-ce que des gens se sont évadés ? Non. Donc tout s'est passé à l'intérieur de la prison en fait. Tout à fait. Alors vous avez promis la plus grande transparence et vous nous dites aujourd'hui